un moment empreint de solennité avant son envol pour cette mission importante. À son départ, le président de la République, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a reçu les honneurs des membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, des membres du gouvernement à leur tête, le Premier ministre, des hauts cadres de la présidence de la République, notamment le ministre secrétaire général, le général Amara Kamara et le ministre directeur de cabinet, Djiba Diakité, des présidents des institutions républicaines, des diplomates ainsi que d'autres proches collaborateurs. Au cours de cette visite visant à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays,
Le président Mamadi Doumbouya aura des échanges fructueux avec son frère et ami Paul Kagame. Ce dernier avait déjà honoré une invitation en Guinée du 17 au 18 avril dernier, une visite qui avait abouti à la signature d'un accord sur la création d'une grande commission mixte de coopération entre le Rwanda et la Guinée, couvrant des domaines tels que l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'éducation, les mines, la sécurité, etc. Le déplacement du président Mamadi Doumbouya au Rwanda revêt une importance particulière dans la poursuite de la coopération entre les deux nations, offrant une opportunité unique de renforcer les relations économiques et diplomatiques entre Kigali et Conakry. Il confirme également l'estime mutuelle des deux pays, soulignant des valeurs communes telles que les échanges fraternels et le développement économique. La rencontre entre les deux chefs d'État témoigne assurément d'une vision partagée pour une Afrique digne, émancipée, autodéterminée et influente sur la scène internationale. Les démarches diplomatiques du président Mamadi Doumbouya et de son homologue rwandais visent à encourager la coopération entre les deux nations en vue de promouvoir les investissements, la paix, la stabilité et la prospérité dans leurs pays respectifs. Le chef d'État est arrivé sain et sauf ce jeudi à Kigali, accompagné de son épouse et une importante délégation. Il a, à sa descente d'avion, été reçu par le président rwandais Paul Kagame. Ils ont par la suite eu un tête-à-tête dans le salon présidentiel avant de rejoindre sa résidence où les Guinéens vivant au Rwanda l'attendaient. On fait le point avec Fatoumata Kamara. Aux alentours de 17h30 heure locale, l'avion ayant à son bord le chef de l'État s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Kigali. Ce jeudi 25 janvier 2024, à Kigali, capitale du Rwanda, une importante délégation composée d'officiels de la République de Guinée est présente dans ce pays verdoyant de l'Afrique de l'Est. Ce déplacement est d'autant plus significatif car le président de la République de Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, est l'hôte de M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Au bas de la passerelle, son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, était présent pour accueillir son frère et ami, le général Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse, Madame Lauriane Doumbouya. Après les salutations d'usage entre les deux chefs d'État, ils ont souscrit au rituel des hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue la troupe. S'en sont suivis des échanges de poignées de main entre les membres des délégations rwandaises et guinéennes. Notons du côté guinéen
la présence des ministres des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Anda Kouyaté, des télécommunications, Ousmane Gawal Diallo, des transports, Félix Lama, des infrastructures, Elhaj Gandobari, l'ambassadeur de la République de Guinée au Rwanda, son Excellence M. Souleymane Savané, ainsi que des conseillers du président de la République, M. Ousmane Doumbouya et Abdoulaye Diallo. Le président Paul Kagame a ensuite offert à son hôte une séance de danse culturelle, symbole de l'identité du Rwanda, avant le tête-à-tête dans le salon présidentiel. Cette visite s'annonce donc sur une note de satisfaction et de respect mutuel, avec un agenda chargé pour le chef de l'État. Celui-ci aura l'insigne honneur de participer avec son épouse à un dîner au palais de la présidence rwandaise, puis le lendemain, le général Mamadi Doumbouya se rendra au Génocide Memorial Center de Kigali pour le dépôt d'une gerbe de fleurs et la visite d'une usine de raffinerie d'or. Le clou de cette visite sera l'inauguration de la toute nouvelle ambassade de Guinée au Rwanda, suivie d'une rencontre avec la communauté guinéenne établie dans le pays. Le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya et sa suite ont ensuite pris la direction de sa résidence où les attendait une délégation de la communauté guinéenne établie au Rwanda. Ce voyage illustre parfaitement la force de la diplomatie guinéenne, affirmée et confirmée avec le chef de l'État sur la scène internationale. À Bamako s'est tenue cette semaine la session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS, 76e du genre. La rencontre a permis de faire le bilan des activités menées par l'organe durant l'année écoulée. Nabi Kamara, pour plus de précisions. Dans la capitale malienne, Bamako, le ministre guinéen de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures était venu prendre part à la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS. Tous les rapports des commissaires aux comptes ont été passés en revue. Il y a eu des activités planifiées en 2023 qui n'ont pas été achevées au cours de l'exercice, qui ont été reconduites en 2024. Le retour de la Guinée à l'OMVS, ce point a été également discuté dans les divers. Le retard de la mobilisation de fonds pour le financement de Koukotamba, c'est un point qui a fait l'objet de débats aussi approfondis, qui a été porté comme quoi le Haut Commissariat prendra toutes les dispositions avec la SOGEO pour juste mettre en place tous les outils qu'il faut pour rechercher le financement. Au cours de cette rencontre de haut niveau, les ministres en charge de l'OMVS des 4 pays membres ont examiné également des sujets d'importance cruciale pour la coopération régionale et le développement durable dans le bassin du fleuve Sénégal. Ils ont aussi mis un accent particulier sur les projets en cours tels que celui du barrage hydroélectrique de Koukotamba. Le premier acte qui a été posé est la nomination d'un haut commissaire adjoint proposé par la République de Guinée. Aussi, les grands projets se trouvant sur le territoire guinéen, notamment le projet du barrage hydroélectrique de Koukotamba, a été remis sur les rails et les actions sont entreprises pour mobiliser le financement rapidement afin que l'activité puisse démarrer sur le terrain. Les questions financières ont été passées au peigne fin par le Conseil des ministres de l'OMVS à Bamako.
y compris le budget de l'organisation, les contributions des États membres et les mécanismes de mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des projets d'ouvrage communs. Par ailleurs, ce mercredi, le ministère de l'Administration du Territoire a abrité la cérémonie de lancement officiel de l'atelier de partage de la stratégie d'information, de communication et de mobilisation sociale du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Les animateurs des stations de radio rurale de Guinée sont les principaux bénéficiaires. Bakary Bambakandé, reportage. Le RAVEC, sous la tutelle administrative du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, est un programme national qui vise à recenser tous les citoyens guinéens, mineurs et majeurs se trouvant aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, et constitue un programme de priorité nationale, particulièrement au cours de cette transition. La campagne d'information et de sensibilisation à l'endroit des ONG, partis politiques et des médias permettra ainsi de vulgariser les différentes étapes du processus de recensement à venir. Ce matin, nous avons réuni l'ensemble des principaux animateurs des stations de radio rurale à l'intérieur du pays pour partager avec eux d'abord deux réformes majeures que le gouvernement conduit par le Premier Dr Bernard Goumou a entrepris. Il s'agit des lois sur le régime de l'état civil en Guinée et la loi portant sur l'identification des personnes physiques. Comme vous le savez, dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme de la transition, le recensement administratif à vocation d'état civil est inscrit au deuxième point. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre des activités de ce programme national de recensement administratif, il y a les ONG, les médias, les acteurs politiques qui vont être mobilisés la semaine à venir pour conduire des campagnes de sensibilisation et de mobilisation sociale sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit en préambule de la tenue des audiences foraines qui permettront de régulariser les citoyens sans acte d'état civil, suivi de l'enrôlement proprement dit des citoyens qui permettra de procéder à l'archivage des registres, la numérisation des actes d'état civil et la production des actes d'état civil. La troisième et la dernière étape du processus sera l'étape du registre national des personnes physiques RNPP, étape ultime de l'établissement du registre national de l'état civil RENEC. Les radios rurales sont d'une importance extrême au sein de nos sociétés en matière de communication et d'information. Vous vivez au quotidien avec les communautés, vous les comprenez, vous les fréquentez, vous les côtoyez et vous suivez leur quotidien. Ce qui signifie que le langage approprié, le langage adéquat pour communiquer les différentes informations dont nous avons besoin au niveau du gouvernement, en termes d'action gouvernementale, il n'y a pas mieux placé que vous pour faire passer ces messages-là. On a été choisi parmi tant d'autres à expliquer fidèlement ce que nous apprenons ici auprès de nos pères et auprès de la communauté. Et nous allons mettre tout en œuvre pour que la communauté adhère à l'idée de ce PNRAVEC. Parce qu'il faut le reconnaître, c'est ça le socle du développement. Ça va être le point nodal pour le développement de notre pays. Le RAVEC permettra en somme d'établir un fichier électoral biométrique de façon permanente. L'atelier se tiendra du 24 au 27 janvier 2024. Le respect des droits des détenus est plus qu'une priorité au ministère de la Justice. Le garde des Sceaux, Alphonse Charles Wright, était sur le terrain pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de construction des maisons d'arrêt. Il a par la suite invité la société en charge des travaux au respect du délai contractuel. Kierno Younoussaba. Le ministre de la Justice évalue les activités sur le terrain. À Koya, il s'agit de s'assurer du niveau d'avancement des travaux de la maison de détention. Globalement, le résultat est satisfaisant. Le bâtiment à 2 niveaux a pris déjà forme. Cette prison de haute sécurité de 500 places va tenir compte de toutes les mesures de réinsertion des prisonniers. L'instruction de M. le Président de la République, général de corps, Mamadi Doumbouya, il m'a été instruit de faire en sorte que nous puissions construire des infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Il vous souviendra le cas de Koya où il y a eu des cas d'évasion suite à l'attaque à main armée de cette prison. Nous avons pris l'engagement de procéder à la reconstruction et à la rénovation des bâtiments. Du côté de Koya, nous notons avec satisfaction l'évolution des travaux. Ces travaux avaient été lancés par le garde des Sceaux après une évasion spectaculaire
Au terme de plusieurs mois d'activité, la société contractante promet de respecter le délai d'exécution. Nous sommes dans la phase finition. On a commencé déjà avec le pissage et la confection des portes et fenêtres sont déjà en cours au niveau des ateliers de soudure. À côté des infrastructures, les activités ont été focalisées sur le fonctionnement des cours et tribunaux. À Mafanko, Krief et Koya, le ministre de la Justice a échangé avec les magistrats et le personnel d'appui. Partout, le ministre a instruit à la célérité des procédures, histoire de répondre aux attentes des citoyens. Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'un objectif clair. C'est le thème retenu cette année pour la réunion annuelle des douanes à la baie. Un moment de grande décision sur fond de défis pour l'ensemble des soldats de l'économie. Mohamed Seyar Souba. À la baie se tient la réunion annuelle des douanes pendant que l'année dernière a enregistré 105% des prévisions de recettes. Une prouesse a reconduit cette année également. La présente retrouvaille permet de fixer les objectifs de recettes pour 2024. Le département du budget dévoile les intentions de mobilisation des ressources pour l'État. Pour l'exercice budgétaire 2024, il est assigné à la Direction générale des douanes une prévision de recettes de 10 452 908. Je suis convaincu que cet objectif reste cohérent avec le cadrage macroéconomique au regard de l'ambition de son Excellence général Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Certes, le défi est énorme, mais je suis sûr que vous saurez le relever dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Comme les années antérieures, une augmentation des prévisions est constatée. C'est le fruit de l'atteinte remarquable des recettes, mais aussi des réformes au plan administratif, technique et opérationnel. Des défis sans cesse pour les soldats de l'économie. Les missions qui nous sont assignées. Entre autres, la réalisation des prévisions de recettes adoptées au CNT pour l'année 2024. Aussi, la douane élabore un plan stratégique pluriannuel sur 5 ans, décliné en plan d'action annuel. Au-delà de points inscrits dans ce plan d'action que nous comptons réaliser. Ces nouvelles directives sont annoncées à juste raison. Il s'agit de la plus importante assise de l'administration des douanes. La démarche est bien accueillie dans la ville de Karamoko Alpha Molabé. Nous exprimons notre ferme volonté à soutenir vos efforts et à collaborer étroitement pour atteindre nos objectifs communs. Les autorités régionales, préfectorales et communales ne ménageraient aucun effort pour rendre votre séjour agréable. La délocalisation de la réunion annuelle des douanes prend forme de plus en plus. Avant la baie cette année, Bokeh avait abrité la dernière session. Ce mercredi, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale était sur le site de Tabili où sera désormais située l'école technique préparatoire, le Prytanée militaire de Guinée. Il voulait s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Caporal Mabinti Keita, correspondante de la presse militaire. Depuis le lancement des travaux de construction des infrastructures de l'école technique préparatoire le Prytanée militaire de Guinée par les autorités de la transition, les visites se multiplient sur le terrain. Ce mercredi, sur instruction du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le directeur de cabinet, accompagné de l'intendant général des forces armées guinéennes, s'est rendu sur le site de Tabili. L'objectif de cette visite guidée est de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. J'ai une très bonne impression en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux. En ce qui nous concerne, nous, au niveau du ministère de la Défense nationale, le paiement ne posera pas problème, mais nous payerons en fonction de l'état d'avancement des travaux. Et donc, nous comptons sur vous pour que le délai de livraison soit respecté. Premier du genre, cet édifice bâti sur une superficie de 15 hectares servira de cadre pour la formation des futurs soldats et administrateurs du pays. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour la finalisation de ces travaux qui tiennent à cœur au président de la transition. Nous sommes maintenant à 60% des travaux.
On est là permanemment. Chaque jour, nous sommes sur le site. Les entreprises sont, pour le moment, ils sont engagées dans les travaux. La qualité aussi des travaux, là, c'est impressionnant. La visite du directeur de cabinet, c'est vraiment venir s'enquérir réellement ce qu'on a envoyé sur le papier, est-ce que ça correspond avec ce qui est sur le terrain, sur l'instruction du ministre d'État, le ministre de la Défense nationale, pour pouvoir déclencher le 3e paiement pour nous permettre vraiment d'être dans le délai. Pour doter les forces de défense et de sécurité d'infrastructures avec toutes ces commodités, le président de la transition, à travers son gouvernement, met les bouchées doubles pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes, quelle que soit leur position. Dans l'actualité, encore une mission du MEPUA inspecte depuis quelques jours les établissements publics et privés du pays. Ils seront pendant 3 semaines en contact direct avec les enseignants dans les salles de classe. La préfecture de Dubreka constitue la première étape. Abdul Aziz Baldé. L'inspection générale de l'éducation s'active sur le terrain pour un bon encadrement pédagogique. Pendant 21 jours, des inspecteurs sillonnent les écoles publiques et privées du pays. En ligne de mire, s'assurer du bon déroulement des cours, mais aussi évaluer les enseignants en pratique de classe. Avant notre sortie pour faire les inspections systématiques, il faut faire l'encadrement rapproché qui consiste à faire des visites d'entretien d'aide, appuyer les enseignants pour que leur pratique de classe soit améliorée. À l'élémentaire, pour voir est-ce que l'approche par compétence est respectée, c'est-à-dire les 5 pas didactiques, est-ce que les démarches pédagogiques et administratives sont respectées. Une bonne maîtresse, c'est celle qui a une bonne formation. Pour que le message soit bien passé, il faut que l'enseignant soit bien formé. Donc, la formation là, c'est très bien pour nous. Mourla Yatara et son équipe ont choisi la préfecture de Dubreka pour cette première étape d'un long périple. Ici, les cours sont dispensés conformément aux documents pédagogiques et le mode vestimentaire est aussi pris en compte par la mission d'inspection. De façon générale, ça va. Nous sommes allés au public. On a vu que les tenues sont correctes. Les cours sont clairement dispensés. Mais par endroit, au niveau des privés, on voit que ils n'ont pas respecté toutes les instructions de monsieur le ministre. Avant que l'inspecteur même ne soit là, moi-même avec mon équipe, nous avons fait un peu le tour des écoles. C'est des constats que nous avons eu à faire et nous avons mis ces écoles-là en demeure de se corriger et le plus vite que possible. Cette immersion dans les écoles du pays permet d'appuyer les enseignants dans leur pratique professionnelle. Et puis cette collaboration entre l'Office de la coopération allemande et l'Autorité nationale d'assurance qualité ANAC, ils travaillent en synergie pour promouvoir l'assurance qualité. Ces experts évaluateurs venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe harmonisent leurs actions pour créer un vivier des cadres au sein des institutions d'enseignement supérieur du pays. Comment mettre en place un vivier de cadres enseignants-chercheurs connaissant l'assurance qualité au sein des institutions d'enseignement supérieur? C'est sur cette thématique que l'Autorité nationale d'assurance qualité et 70 experts venus de plusieurs pays africains et européens échangent. Un projet piloté par l'Office de la coopération allemande avec la participation de l'ANAC Guinée. Le DAD, c'est le service de la coopération allemande qui finance cette activité et nous co-organisons l'ANAC en partie et le ministère de l'Enseignement supérieur notamment afin d'outiller les jeunes enseignants-chercheurs des pays francophones et à initier, à mettre en place des projets de changement dans leurs universités. Avec notre expérience dans l'université de Potsdam et avec nos experts de assurance qualité, on va essayer d'aider les universitaires dans les pays membres de CAMES d'être préparés pour les tâches en assurance qualité. Dans ce projet qui valorise l'implémentation de l'assurance qualité au service de la communauté universitaire, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation travaille pour améliorer la gouvernance universitaire et l'assurance qualité, un concept multidimensionnel. Nous constatons aussi que l'ANAC Guinée fait des choses extraordinaires
au niveau de la culture qualité dans ce pays, la formation, les évaluations et en travaillant avec beaucoup de partenaires. Le ministère de l'Enseignement supérieur est sur tous les fronts. L'université est devenue un village paritaire. Donc nous leur recommandons des programmes de qualité surtout. Donc nous recommandons ce qui va sortir de cet entretien soit quelque chose de tenable, quelque chose de lourd, quelque chose qui va servir l'université guinéenne. En Guinée, le département de l'enseignement supérieur, à travers l'autorité nationale d'assurance qualité ANAQ, s'est inscrit dans cette logique d'assurance qualité pour rehausser le niveau des apprenants et renforcer les capacités des formateurs. À titre d'exemple, l'accréditation de plusieurs programmes pédagogiques et l'habilitation institutionnelle. À l'enseignement supérieur, toujours, la ministre de tutelle était à Dalaba. Dr Diaka Sidibé, à la tête d'une délégation, a mis à profit son séjour pour procéder à l'inauguration du pôle de valorisation, d'innovation et d'entrepreneuriat destiné aux jeunes diplômés porteurs de projets. Mamadou Paté Baldé est notre correspondant basé sur place. À la tête d'une délégation, Dr Diaka Sidibé a procédé à la remise des clés du pôle de valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat aux bénéficiaires. Le pôle vie que nous venons d'inaugurer contribuera à résoudre l'épineux problème d'employabilité des jeunes diplômés. C'était un défi majeur. Ce défi va être relevé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à sa tête Dr Diaka Sidibé. Aujourd'hui, il va avoir désormais une adéquation entre la formation et l'emploi. Le pôle de valorisation et de l'innovation de l'entrepreneuriat répond aux soucis du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation d'accompagner les étudiants entrepreneurs à élaborer leurs projets en matière de développement multisectoriel en vue de faciliter leur employabilité. Ce pôle va encourager les étudiants à avoir une nette créativité pour pouvoir avoir des idées de projet. La modernisation du sous-secteur de l'enseignement supérieur à travers la réalisation des pôles de vie prouve à suffisance la volonté du gouvernement de la transition de relever le défi dans la mise en œuvre du statut étudiant-entrepreneur en quête du premier emploi. L'un des projets justement innovants, c'est la mise en place des pôles de valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans les institutions d'enseignement supérieur. D'une part, afin de créer cette culture entrepreneuriale au niveau de la communauté universitaire. D'autre part, favoriser justement l'intégration de l'innovation pédagogique dans l'apprentissage et surtout donner vie aux projets entrepreneuriaux de nos étudiants en milieu universitaire. Dans ce élan, des plaidoyers ont été formulés par les enseignants-chercheurs et les étudiants de l'ISMEP de Dalaba au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, notamment la construction et l'équipement d'infrastructures administratives et pédagogiques. Comme invité de ce journal, mesdames et messieurs, nous recevons M. Joël Maxime, inspecteur général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes l'inspecteur général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Au journal télévisé hier, plusieurs décrets ont été promulgués, dont 3 concernant justement votre département. De quoi s'agit-il au juste? Oui, hier soir, nous avons suivi la publication de 3 décrets. Il s'agissait du premier décret portant l'organisation et le fonctionnement des universités publiques. Le deuxième décret, c'est la restructuration des centres de documentation et d'information. Et enfin, le troisième décret, c'était le décret portant fixation des rémunérations des fonctionnaires titulaires des grades d'assistants, de maîtres assistants, de maîtres de conférences et de professeurs d'université et assimilés.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ces décrets, justement, apportent de nouveau au système d'enseignement supérieur du pays? Ces 3 décrets apportent des éléments essentiels pour la vie de nos universités guinéennes. D'abord, la première des choses, ce décret apporte la conformité de nos textes juridiques de l'enseignement supérieur. Deuxième élément, nous sommes dans le cadre de l'espace CAMES. Aujourd'hui, depuis 2022, la Guinée, pratiquement tous nos dossiers d'accréditation, tous nos dossiers de promotion des enseignants-chercheurs passent par le CAMES. Donc il fallait que la Guinée puisse s'insérer dans le cadre de cette organisation sous-régionale. Troisième élément, qui est aussi un élément très important, c'est que à travers ces 3 décrets, nous avons aujourd'hui pratiquement l'organisation de la vie de nos universités. Et c'est quoi justement votre message à l'endroit des acteurs du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique? C'est l'appropriation de ces textes qui viennent d'être signés. Depuis le mois de juillet, nous avons déjà la loi sur les EPS. Aujourd'hui, il y a ces séries de décrets. Nous avons aujourd'hui les 3 décrets qui constituent pour la nation guinéenne, pour l'université guinéenne, presque je peux dire que c'est une victoire pour notre Madame la Ministre, mais aussi c'est une chance pour la Guinée, le fait d'avoir ces 3 décrets, parce que ça comble le vide juridique qu'on avait constaté. Parce qu'on n'avait pas, par exemple, dans nos universités, on n'avait pas de conseil d'administration. Sur les 18 universités, on n'avait pas de conseil d'administration. Public, hein? Public, oui. D'accord. Et peut-être une dernière question, après donc la promulgation de ces décrets, quelles sont les prochaines étapes à entamer par votre département? Les prochaines étapes entamées, il y a d'abord, il faut les arrêtés d'application. Il y a la mise en conformité de ces textes. Aussi, il faut aussi notifier la mise en place des conseils d'administration de nos institutions d'enseignement supérieur et des institutions de recherche. Et par rapport au centre de recherche, ça va permettre la restructuration de nos centres de recherche. D'accord, un message particulier peut-être avant de se quitter? Oui, c'est de transmettre à toutes les autorités les remerciements de Madame la Ministre et de son cabinet. D'accord, merci beaucoup, vous l'avez compris. Donc, mesdames et messieurs, nous avions le professeur Joël Maxime, inspecteur général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Nous poursuivons cette édition. Un document de plaidoyer impliquant les femmes et les jeunes dans le processus de consolidation de la paix et de la cohésion sociale est désormais disponible. Il a été examiné, amendé et validé à Conakry grâce à la coalition des femmes parlementaires et actrices de la paix, des droits et le développement en Guinée. Mohamed De Camara. Les femmes et les jeunes entendent jouer leur partition dans le processus de la consolidation de la paix en République de Guinée. Pour lancer le processus, un document de plaidoyer qui servira de guide est en examen avant sa validation à Conakry. L'initiative obéit à l'idée de la coalition des femmes parlementaires et actrices de la promotion de la paix, des droits et le développement en Guinée. L'initiative constitue à amener le maximum de femmes et de jeunes à participer à la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale en Guinée. Notre démarche dans la réalisation de ce projet est de mener des actions de plaidoyer et de lobbying auprès des autorités du Conseil national de la transition et du ministère de la Justice et des droits de l'homme pour l'implication effective des femmes et des jeunes dans le processus de réconciliation nationale en cours et leur participation au sein des mécanismes y afférents. Le renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale passe absolument par la participation effective des femmes et des jeunes qui ont un important poids démographique avec 52% de femmes et 70% de jeunes de la population guinéenne selon le recensement
de la population de 2014. Ce processus qui sera mis en place dans les prochains jours connaît un accompagnement du ministère en charge des femmes et des partenaires, ce qui les rassure à adhérer au mouvement. Nul n'est besoin de préciser et rappeler que le plein respect des droits de l'homme passe par l'inclusion de tous et la participation des couches vulnérables et marginalisées, hélas au rang desquelles figurent le jeune et le femme. La paix et le développement sont indissociables de l'état de droit. Étant entendu que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est pour toutes ces raisons que le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables va œuvrer sans relâche auprès de la COFEPAD pour la réussite de cet important projet en faveur des femmes et des jeunes. La COFEPAD Guinée est née de la volonté des anciennes femmes parlementaires des différentes législatures de l'Assemblée nationale du pays. Pour finir, direction Siguirini, une sous-préfecture de Siguiri. Cette localité change de visage progressivement. Plusieurs infrastructures sont réalisées pour réanimer la vie rurale. L'objectif des autorités est d'atteindre un niveau de service local équivalent à celui considéré comme acquis dans les autres sous-préfectures. Diamant Kabar, reportage. Avec une population de 72 725 habitants, Siguirini est une commune rurale où le développement local est en plein essor. De nos jours, près de 8 districts ont bénéficié d'infrastructures sociales de base. Dans le district de Kakama, une maison des jeunes est mise à la disposition de la couche juvénile. À Makandian, les mêmes infrastructures et un forage sont offerts à la population. Vu la distance, vraiment, on apprécie la commune rurale de fournir vraiment cet effort, de penser à nous. Nous ne sommes pas le seul district de la contrée. Il y a plus de 29 districts de la sous-préfecture. Si Kakama a été choisi, vraiment on est heureux de recevoir ce projet. De l'eau potable pour nous, mais aussi un lieu de rencontre pour toute la jeunesse. Nous disons merci à notre maire Sékou Keïta. À 7 km de Siguirini, 2 ouvrages de franchissement en construction sur la rivière de Nyangali qui causent des décès chaque période hivernale. La réalisation de ces ponts met fin à cette triste réalité et désenclave 7 districts et 16 secteurs. Pendant la saison pluvieuse, même les animaux ne sont pas épargnés. Les commerçants sont témoins de ces multiples drames. Sur le plan sanitaire, le district de Solabé peut se frotter les mains. Un poste de santé et un incinérateur sont construits. On était obligé d'aller dans les autres districts pour nos soins. Depuis la construction de ce poste de santé, la joie est immense ici. La lutte contre l'abandon scolaire devient une réalité à Amina Bofé. Un collège de 4 salles, une direction et des toilettes permettent aux enfants d'étudier auprès de leurs parents. Avant la construction de ce collège, nos enfants parcouraient de longues distances à la recherche du savoir. Aujourd'hui, cette page est déjà tournée. À l'Hérault, la franche collaboration entre communautés et sociétés minières porte ses fruits. Plusieurs infrastructures sont réalisées. Il s'agit des postes de santé de police, un collège et un lycée, plus des magasins au marché de l'Hérault. Ce poste de santé a remplacé un conteneur. C'était le lieu des soins. Le maire Sékou nous a beaucoup aidés à travers la réalisation de ce poste de santé. Il est calama. Il va dire que au cœur de la commune rurale de Siguirini, la construction d'une école professionnelle, d'un bâtiment de 3 salles de classe et la clôture du collège de la commune ne sont pas oubliés. D'autres infrastructures, comme l'hôtel de Baraka,
sont en cours. Nous avons pu réaliser des infrastructures sur lesquelles vous avez visité dans ces 3 derniers jours, grâce à l'appui de notre gouvernement de la transition, grâce au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya, grâce à nos autorités préfectorales et régionales, que nous avons réalisé ces infrastructures. Nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures, mais aujourd'hui nous sommes en difficulté d'achever certaines actions. Donc vraiment nous sollicitons auprès du gouvernement qu'il nous aide à mettre toujours les moyens à notre disposition comme il l'avait fait depuis avant aujourd'hui pour nous permettre non seulement d'achever nos actions inachevées dans la localité, mais aussi de réaliser des infrastructures aussi inscrites dans notre PDL, le plan de développement local, et dans notre plan annuel d'investissement. Avec la vision du maire de la commune rurale de Sigirini, de nombreux districts se développent pour tenter de freiner l'exode des populations en attirant de nouveaux habitants. Ces espaces viennent réanimer la vie rurale. Une politique d'émergence villageoise applaudie par les bénéficiaires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. De mon côté, la joie fut immense de vous servir cette semaine. On se dit à très vite si le propriétaire des temps et des circonstances le veut bien. Bonsoir.